Moi, il y a des années, je dois t'avouer, où je gagnais les prix, là, un après l'autre, là. Meilleure actrice, personnalité féminine, tu sais, j'en avais 2, je rentrais chez nous avec 2. Mais j'étais seule. J'étais célibataire à ce moment-là. Puis j'avais personne avec qui partager cette joie-là. Puis il y a des fois, mon frère m'avait dit, t'es échangerais tes trophées, hein, pour avoir une épaule. Tu sais, en arrivant chez vous, j'avais dit ouais. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado. J'espère que vous allez bien, c'est Evelyne avec vous. Aujourd'hui, on a un épisode qui n'est pas thématique. On a décidé de faire une belle rencontre avec quelqu'un que le public adore depuis des décennies. Je dis ça, puis j'espère que ça la fait pas trop sourciller. C'est une comédienne qu'on a pu voir au théâtre, en improvisation, à la télévision, au cinéma, dans des rôles tellement marquants. Guylaine Tremblay, bonjour. Bonjour. Quand tu dis depuis plusieurs décennies, là, c'est quelque chose que tu assumes, ça, ton âge? Ben oui, complètement. Parce que moi, je trouve que si une perte d'énergie à quelque part, c'est de nier son âge ou de nier le temps qui passe, là. Tu sais, à un moment donné, moi, je le prends plutôt comme une fierté, là. Tu sais, ça fait 40 ans que je travaille, tu sais, que je suis sortie du conservatoire d'art dramatique. Puis... En 84, c'est vrai. Oui, en 84, c'est incroyable. J'en viens pas, là. Tu sais, des fois, je m'arrête à penser à ça. Je dis 40 ans. Non, je suis plutôt fière, au contraire. Oui. Puis, tu es une actrice chouchou. Tu as reçu tellement de prix artistes. Je pense que tu en as eu 23 en carrière. Ah, ça se peut. Comment tu l'assumes, ça? Comment tu le portes, le fait d'être si aimée, adulée du public? Bien, c'est toujours quelque chose d'étonnant, hein? Tu sais, la première fois que j'ai gagné un Gémeaux, j'étais assise à côté de Rita Lafontaine, qui, dans le temps, faisait un téléroman qui marchait là, incroyablement fort, mais je me souviens plus. Puis elle gagnait, elle, depuis 3-4 ans. Bon. Puis moi, j'étais assise à côté d'elle. Tu sais, le hasard avait fait ça, fait que j'étais contente. Tu sais, j'étais honorée d'être à côté d'elle. Elle était si fine, si bonne, je l'admirais, puis tout ça. Puis on était en nomination dans la même catégorie pour meilleure actrice. Puis moi, j'étais complètement détendue parce que j'étais sûre que c'est Rita qui allait l'avoir. Ouais. Puis tout à coup, ils ont nommé Guylaine Tremblay. Puis là, elle s'est penchée vers moi et elle m'a dit « C'est à ton tour. » Oh, que c'est beau! Puis là, j'ai compris vraiment qu'un jour, je dirais ça à quelqu'un d'autre aussi. « C'est à ton tour. » Puis que cette personne-là dirait « C'est à ton tour. » Et que c'était une roue qui tournait, puis c'était formidable comme ça. Donc, pour moi, les prix, j'ai toujours été hyper heureuse et reconnaissante de les recevoir en sachant très bien qu'un jour, ce ne serait plus mon tour et que ça ne serait pas grave. Est-ce que c'est arrivé, ce jour-là? Ah ben oui, écoute, moi, les gens pensent que je gagne à chaque année, Oui. mais ça fait des années. Ça fait des années que j'ai pas gagné des prix, mais c'est tellement pas grave parce que je travaille. Déjà, c'est ma plus grande récompense. Ma plus grande fierté, Evelyne, c'est d'être là encore. Parce qu'on le sait, c'est un métier qui est pas facile. Encore moins pour les femmes. Pour les femmes qui vieillissent à l'écran. Et moi, j'ai la chance d'être encore là et de faire des rôles formidables. Alors, je me dis, bon, écoute, si il y a un prix qui vient avec ça, oui, mais s'il n'y en a pas, le cœur des gens est grand. On dirait que quand ils nous adoptent, ici, les comédiens et comédiennes, ils nous adoptent pour toujours. Pour toujours, c'est vrai. Tu as commencé au théâtre, tu as fait ensuite de l'improvisation. Ouais. C'est vraiment Caro dans La Petite Vie qui t'a fait non seulement connaître, mais adorer du public, je pense. Bien, c'est sûr, parce que les codes d'écoute étaient incroyables. Tu sais, à ce moment-là aussi, on n'avait pas la diversité de choix, de plateformes, alors, tout le monde écoutait La Petite Vie. Je pense que la plus grosse cote d'écoute, c'était 4 millions quelque chose. C'est fou, incroyable. Là, fou. Là. Donc, c'est sûr que dès le lendemain de la première émission, on se faisait reconnaître dans la rue. Ah, c'est toi la petite noire avec le petit toupette? Oui, on t'a vu hier. Et là, bon, les choses se sont enchaînées, évidemment. Tu sais, moi... J'envoyais mes démos de voix, tu sais, pour faire des pubs à la radio, des trucs comme ça. On nous appelait pas. Dès la petite vie, tu sais, tout à coup, viendrais-tu faire une voix, tout ça? Je disais, j'ai pas changé de voix, hein? Mais
Mais il y a une reconnaissance, une notoriété, ça ouvre des portes. Ça, c'est sûr. Comment tu as réussi, au fil des 40 ans, à garder un peu l'attention sur toi-même? Tu sais, je pense que c'est facile de se perdre dans ce milieu-là parce qu'on est constamment sollicité, on est constamment amené à être à l'extérieur de soi-même. Comment tu as réussi à garder ton bien-être à toi malgré le feu roulant de ta carrière? Ben, tu sais, j'ai une super bonne famille. Donc, je pense que si j'étais sortie de moi, comme tu dis, puis si j'avais changé de personnalité ou que je m'étais fabriqué une espèce de Guylaine qui n'existe pas, j'aurais été ramenée à l'ordre assez vite par mon père, ma mère, mon frère, mes amis aussi. T'as des garde-fous là, autour de toi. Oui, très, très solide. Puis ça, c'est important parce que c'est vrai que tu peux perdre le nord à un moment donné. Puis tu t'en rends peut-être même pas compte. Alors moi, j'avais ça, puis je suis quelqu'un de très... je suis très terrienne. Tu sais, je suis pas du tout la tête dans les nuages. Tu sais, je comprends. T'as les deux pieds sur terre. Ouais, je suis une bonne charlevoisienne. OK. Ouais. OK. Les mains dans la terre, puis la vue dans le fleuve. C'est ça, oui, OK. Mais au fil du temps, quand même, être comédienne, c'est aussi s'intéresser à l'autre, c'est faire preuve d'empathie, c'est de découvrir d'autres personnes dans ces personnages-là. Mais il y en a des personnages qui étaient quand même très intenses. Tu sais, je pense à ton personnage dans Unité 9, Guylaine. Ça a dû te demander ça... incroyablement, non? Mais tu sais, elle était formidable à jouer. Je l'adorais, Marie Lamontagne. Mais Marie Lamontagne, je l'ai pris comme si c'était moi, si j'avais pas été aimée. C'est quand tu regardes l'autre côté du miroir, j'aurais pu être Marie Lamontagne si j'avais eu un père qui m'avait abusé, si j'avais menti, c'est-à-dire si j'avais gardé ce secret-là toute ma vie en dedans de moi. On est toutes, à quelque part, une Marie Lamontagne. Donc, je me suis dit, vas-y, prends-la, Marie, en te disant, si j'avais eu un mauvais père qui aurait abusé de moi, si je n'avais pas été aimée, c'est ce qui serait passé. Donc, c'est un peu de toi, je comprends. Tu comprends? Ouais. Donc, elle était loin de moi, mais pas tant. J'avais juste à retourner le miroir un peu, puis je la comprenais, Marie Lamontagne. Mais elle m'a appris beaucoup de choses, parce qu'il y a des personnages qui t'apprennent. Ah oui? Oui. Elle m'a appris à me débarrasser d'un jugement que j'avais, je l'avoue. Tu sais, moi, j'étais du type, les filles qui se font agresser, abuser, dénoncer, parler. Comment ça se fait qu'ils le disent pas tout de suite? Comment ça se fait? Et avec cette femme-là, Marie Lamontagne, j'ai compris que chacune avait son rythme et que c'était pas si facile que ça, parler. Parce que souvent, tu n'étais pas cru. Souvent, tu pouvais faire exploser une famille quand c'est un membre de la famille qui avait abusé de toi et qu'il fallait écouter ces femmes-là, mais à leur rythme. On ne pouvait pas imposer à quelqu'un de dénoncer parce que, tu sais, souvent, on entend « Mais comment ça se fait que ça y a pris 10 ans, 12 ans, 15 ans à le dire? » 30 ans, des fois. 30 ans. Puis des fois, jamais. Pourquoi? Ben c'est son rythme à elle. Donc, ça m'a appris à être moins jugeante face à ça, être plus à l'écoute, plus tolérante, plus accueillante. Dirais-tu qu'il y a des personnages comme Marie Lamontagne qui t'ont aidé à traverser certaines périodes difficiles de ta vie? As-tu eu des amis dans tes personnages? Ah, ben oui, tu sais, bon, on le disait à la blague, moi puis Denis Bouchard, mais je me souviens quand on jouait Annie et ses hommes, moi, une année avant lui, j'étais en pleine séparation, puis lui, c'est l'année d'après. On se disait, hey, nos personnages sont vraiment meilleurs que nous autres dans la vie de couple. Oui, c'est ça, ils sont capables de se parler, eux autres. Des fois, on disait, regarde ce qu'ils font, Annie et Hugo. Tu sais, ils se parlent tout de suite d'un problème avant qu'ils grossissent ou qu'ils deviennent démesurés. Tu sais, vraiment, on disait, c'est nos coachs amoureux, là, parce qu'on se trouvait moins bons que vraiment. Puis avec le temps, c'est intéressant parce que t'es une des rares qu'on a pu voir grandir, vieillir à l'écran, tu sais, de jeune première. Ouais. T'es passée à une femme plus mature, une maman aussi, et maintenant même une grand-maman. Ouais, t'es grand-maman depuis 2 ans. Oui, le grand bonheur de ma vie. Je le savais que ça allait être le fun parce que j'ai des amis qui sont déjà grand-mère ou grand-père, mais je ne pouvais pas soupçonner à quel point être grand-parent, c'est extraordinaire parce que c'est de redécouvrir la vie à travers les yeux d'un enfant.
Des choses que tu avais oubliées. Oui, on a eu des enfants, mais maintenant, mes filles ont 27, 24 ans. Puis là, tout à coup, tu es avec une petite fille qui regarde une fourmi puis qui fait « Ah! » et qui est émerveillée de tout. Puis toi, ça te permet de revenir, tu sais, aux choses que tu avais peut-être oubliées, aux beautés, aux petits miracles quotidiens de la vie. Oui, ça, c'est vrai. Mais toi aussi, tu as beaucoup évolué depuis le moment où tu étais maman, à quatre pattes, à regarder une fourmi. Tu sais, ce recul-là, qu'est-ce qui te permet en tant que grand-maman? Beaucoup, beaucoup d'abandon. Beaucoup d'abandon, je trouve. Prendre le temps. Prendre le temps. Tu sais, des fois, avec nos enfants, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps. Mais là, c'est de... Si on prend l'exemple de la fourmi, c'est de m'asseoir puis de la regarder. Tu le fais, ça? Tu mets à quatre pattes? Ah oui? Oui. Ah oui, je suis vraiment contente. Genre, c'est vraiment... C'est un voyage à nouveau dans l'enfance. Puis je trouve que ça fait vraiment du bien. Tu sais, on devrait tout le temps garder ça, là, qu'on ait des petits-enfants ou non. Mais bon, la vie fait que des fois, on écarte des choses puis des petits plaisirs qui sont là puis qu'on voit plus. Mais avec un petit enfant qui tout à coup fait « Hey! » Il dit pas ça en mots, mais il te fait penser, regarde à quel point c'est merveilleux, ça. La mer, tu sais, la première fois qu'elle a vu la mer, elle dansait de joie, tu sais. Oh. Puis là, ça fait, ben oui, on devrait tous danser de joie quand on voit la mer, parce que c'est extraordinaire, c'est ça. Tu as dit prendre le temps, Guylaine. À quoi t'accordes du temps dans ta vie depuis le début, là, tu sais? Quand tu dis, je veux prendre le temps. J'ai envie de prendre du temps, mettons, pour moi. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Ça passe par quoi? Oh mon Dieu, moi, ça peut être très, très simple. Hein, ça peut être juste... on parle du fleuve parce que, bon, j'adore, je trouve qu'on a un cadeau, le fleuve Saint-Laurent, les Québécois, puis on se rend pas compte. Là, des fois, c'est extraordinaire. Et c'est aussi tes racines de Charlevoix. Oui. Hein? Regarder le fleuve, rien faire. Moi, je peux rien faire. Rien faire? Oui. Même pas méditer, là, juste rien faire? Rien faire. Wow. Regarder les bateaux passer la bouche ouverte, là, je suis capable. Je suis vraiment capable. Les gens pensent que je suis toujours comme une bine mexicaine, mais pas du tout. Mais tu as beaucoup d'énergie quand même, Guylaine. Oui, j'ai beaucoup d'énergie, mais je ne suis pas nerveuse. Tu sais, donc... Il n'y a pas d'anxiété. Non, c'est pas... OK, non, fait que je peux être immobile, calme. La lecture, quand je peux, bien évidemment. Qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, mon Dieu, écoute, j'aime vraiment les histoires de famille. Vraiment beaucoup. J'aime les sagas familiales, les trucs comme ça, là, tu sais, quand j'ai lu, comment ça s'appelle, Une amie prodigieuse, tu sais, des histoires qui durent sur des années où tu vois les personnages évoluer. Ben, tu sais, peut-être l'actrice en moi qui aime ça aussi, ces trucs-là, mais je lis toutes sortes de choses, mais je lis plus que quand j'avais 40 ans. Mais t'avais le temps? Ou t'avais pas le temps à 40 ans? Bien, je me laissais pas l'espace. Puis avec des jeunes enfants, c'est plus difficile. Hein? Des fois, on m'avait dit ça, à un moment donné, tu vas voir, tu vas moins lire avec des jeunes enfants. J'avais dit, ben non. Ben oui. Donc... Il y a plusieurs choses qu'on ne fait plus quand on a des jeunes enfants, puis on devrait se le faire répéter beaucoup plus souvent, là. En fait, nous, on avait une sage-femme qui nous avait dit, vous attendez votre premier enfant, écrivez une liste de 5 choses que vous aimez faire. Et vous en biffez 3. Parce que vous n'aurez plus le temps d'en faire. Il va rester 2 choses et c'est tout. Il faut faire le deuil. Ça reviendra plus tard. Ça reviendra plus tard. Puis, tu sais, j'aime vraiment beaucoup marcher aussi. Tu sais, pour moi, ça me permet de réfléchir, de trouver des solutions, des fois, à des problèmes. Si j'arrive pas, là, je vais marcher. OK, ça va mieux. J'observe les gens, j'adore ça. En ville, à la campagne, en forêt, n'importe où? Les deux, ça me dérange pas. La marche, ça me libère. Puis, tu sais, moi, je suis pas très gym, puis ces trucs-là, là, tu sais, appareil, gym. C'est un peu répétitif, là. Ouais, je m'emmerde un peu, j'avoue. Là. C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais marcher, c'est facile. Ça te prend des running, tu pars. Si tu as envie de forcer un peu plus, marche rapide, sinon marche plus contemplative, mais tu sais, tu peux puis tu peux joindre l'utile à l'agréable, faire tes courses en même temps, ou bon... c'est gratuit aussi. Puis c'est gratuit, ouais. On parle beaucoup chez les plus jeunes de self-care. Tu penses quoi de cette notion-là, du self-care? Oui, mais il ne faut pas en abuser non plus. Ben, c'est parce que je trouve des fois que
si tu vas à une extrémité, c'est pas bon non plus, parce que prendre soin de toi, ça fait aussi... Moi, dans ma tête, il faut pas oublier de prendre soin des autres. C'est une façon aussi de prendre soin de soi, de s'occuper de l'autre, d'être attentif aux autres, tu comprends? Puis des fois, j'ai l'impression que dans cette notion-là, on oublie, on fait abstraction de l'autre personne. C'est juste moi. Ça, je trouve que des fois, il y a un danger. Il y a un danger parce qu'il faut jamais oublier que, en tout cas, moi, je trouve que mon bien-être, c'est aussi de rendre les gens bien autour de nous. Ben, on le sent, ta famille est très importante. Oui. Tu parles de ta petite fille, c'est un enfant que tu vois souvent? Ah oui, là, le plus souvent possible. Là, je me retiens. Ah oui, tu te retiens? Pour pas la kidnapper. C'est ça. En ce moment, tu tiens un rôle de grand-maman, justement, à la télé. Pourquoi il y en a si peu, des rôles de grand-maman, des rôles pour les femmes? Vraiment, je me le demande parce que moi, ça correspondait à une envie profonde que j'avais de parler d'une grand-mère. Puis d'une grand-mère pas magnifiée non plus, là. Pas la bonne grand-maman gâteau qui fait des biscuits au retour de l'école. Non. OK. Non, tu sais, je voulais une femme avec beaucoup de cœur, beaucoup d'instinct, mais qui manquait des outils dans son coffre à outils, là. Tu sais, Maggie, dans Veille sur moi, c'est une femme qui a été élevée durement, qui a eu une vie familiale assez merdique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est poquée elle-même? Oui, elle est poquée. Là, c'est une ancienne poquée quand la série commence, mais c'était une grande alcoolique. Elle a été une mère so-so. Elle s'est reprise en main à un moment donné. Mais je voulais que ça soit une femme qui n'a pas tous les mots pour exprimer ce qu'elle veut exprimer. Puis souvent, ces gens-là, on les entend pas. Comme ils n'ont pas un vocabulaire très élaboré, on fait À la télé, on veut des gens qui s'expriment bien. C'est ça, mais elle, qu'est-ce que tu veux, quand elle est fâchée à sac, puis elle n'est pas capable de dire « ça me met en colère » ou « je suis vraiment outrée de ce que vous me dites ». Non, ça me déçoit. Exact. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas ces outils-là. Puis je voulais qu'on la mette en lumière parce que je me disais, si Maggie, c'était toi ou moi, ou c'était, je sais pas moi, une avocate, ou elle saurait quoi faire immédiatement. Dans un problème de garde légale d'enfants, elle saurait se présenter, elle saurait exprimer. Qui appeler. Ouais. Mais là, ces gens-là sont aussi intelligents que nous, mais ils ne possèdent pas les codes pour fonctionner dans une bureaucratie comme ça. Puis moi, je trouvais ça important qu'on la montre. Puis je voulais que ça soit une grand-mère qui est habillée, tu sais, qui ne fait pas d'efforts d'habillement, de maquillage. Mais elle existe, cette grand-mère-là. Mais tellement. Oui, elle existe. Tu sais, puis je suis contente parce que les commentaires des gens sont déjà très, très nombreux, très positifs. Puis ils me disent, « ta Maggie, on l'aime, tu sais. » Mais on t'aime, toi, Guylaine. Ah, merci. Mais comment tu l'expliques, ça, cette espèce d'amour inconditionnel, je te dirais, au fil du temps? Ben, je sais pas. Tu sais, il y a une partie qu'on comprend jamais, là, c'est sûr. Mais j'aime les gens. Tu sais. Donc, j'ai une vraie curiosité pour l'autre. J'ai une vraie fascination pour les êtres humains, puis je pense que j'ai une bonne écoute, fait que peut-être que ça aide, tu sais. Ben, ça fait toi une bonne animatrice aussi à banc public. Ben, merci. Ben, c'était bien fait, c'était vraiment bien fait. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ça n'avait pas l'air confortable, la façon que vous étiez assis, là. Pas toujours, on était un petit peu en torsion, par moment. Toujours du même bord en plus, pauvre Guylaine. Mais c'était très le fun à faire, j'ai beaucoup aimé ça. Mais en même temps, je me dis, je suis tellement chanceuse que les gens... m'apprécie en général. Bon, on n'est pas aimé par tout le monde tout le temps, là, c'est bien sûr, mais je veux dire, je sais bien que j'ai la chance d'être appréciée par beaucoup de gens. Puis ça, j'essaie de le redonner à travers mon métier puis mes personnes. Il y a autre chose, tu as de la chance aussi d'avoir été comédienne dans tes débuts alors qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui, celles qui commencent, là, elles en reçoivent des tomates, là, puis beaucoup plus qu'elles en méritent. Dès que tu prends la parole, homme ou femme, ceci dit, là. Oui, homme ou femme, mais femme, je te dirais qu'il y a une particularité parce que rarement les gars se font attaquer sur leur physique ou ce qu'ils ont de l'air ou leur couleur de cheveux. Tu sais, ils vont se faire dire « t'es con, t'es pas intelligent », c'est sur leur intelligence ou tout ça. Mais les filles, notre physique, mon Dieu. C'est pour ça que moi, tu sais, je suis bien tranquille là-dessus, tu sais, j'ai pas...
je veux dire, j'ai pas une fascination pour savoir ce que les gens pensent de moi parce que je trouve que ça peut être très, très dangereux d'embarquer là-dedans. Là. Parce que, tu sais, des fois, il y en a un qui m'arrive, comme dernièrement, là, ben, hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait écouté, ou il avait, je pense que c'est un gars, qui avait écouté Pour emporter avec France Baudouin, puis que ma perruque était... Oups, c'est des vrais cheveux, monsieur! Là, ils m'ont dit, je le sais que t'emportes. Ça paraît que t'emportes. Mais celle-ci, elle était particulièrement laide. Ça, c'est drôle quand même. Il faut le prendre en riant. Ben oui. Parce que c'est anodin, la perruque, mais ouais. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour dire, je vais y écrire? Oui. Pour y dire que ça perruque. Mais c'est pour t'aider, tu comprends? C'est de la bienveillance. Il faut te le dire que ta perruque est moche, mais tu sais, moi, ça me fait rire parce que j'ai l'âge que j'ai, puis parce que, tu sais, je vais bien dans ma vie. Mais admettons, Evelyne, que tu es super déprimée puis que tu te trouves moche un matin, là, puis que tu tombes là-dessus. Tu sais, ça fait plus mal qu'on pense. Oui. Ben, il suffit d'un commentaire, en fait, puis il nous reste en tête, contrairement aux centaines d'autres positifs qui peuvent venir. C'est niaiseux, là, mais c'est comme ça. Guylaine, chaque personne qui vient ici, on pose la même question pour savoir à peu près où les gens se situent par rapport à l'équilibre. C'est une grande question. C'est quoi ta définition à toi de l'équilibre? Pour moi, l'équilibre, c'est beaucoup de faire ce que je veux faire au moment où je veux le faire. C'est d'être bien dans ce que je fais. Peu importe ce que c'est. Si je sens que dans ma journée, j'ai accompli des choses que j'avais envie de faire, je me couche avec un sentiment d'équilibre. Oui, c'est ça. Le déséquilibre, pour moi, c'est quand tu es en désaccord que tu fais des choses en désaccord avec tes valeurs ou avec ce que tu penses vraiment. Pour moi, le déséquilibre, il est là. Oui, j'aime ça ta définition parce qu'on est forcé de faire un paquet de choses au quotidien qu'on n'a pas envie de faire, surtout quand on est maman ou grand-maman, n'est-ce pas? On n'a pas le choix. Mais quand on a ces petits moments-là qu'on a choisis, c'est là que ça nous donne du pouvoir, du bien-être, finalement. Oui, puis de l'énergie. Moi, je trouve que c'est à ce moment-là, tu sais, souvent on dit, je suis pas fatiguée parce que j'ai aimé ça, faire ça. Tu comprends? Alors que il y a un sentiment de lassitude ou de fatigue qui arrive quand tu fais quelque chose qui te plaît pas vraiment, que tu n'as pas choisi ou qu'on t'a imposé. Donc, c'est sûr, comme tu dis, dans la vie, il y a des incontournables qu'il faut faire, mais c'est de garder comme la balance entre les choses que tu veux faire et les choses que tu es obligé de faire. Quand la balance est bonne, moi, je me sens en équilibre. C'est une super belle réponse. Merci. Autre chose que je remarque par rapport aux femmes vieillissantes, puis tu sais, je suis pas la seule à le dire, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de sexualité à l'écran pour les femmes et les hommes. Passé 50 ans, on dirait... Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, alors que pourquoi? Je ne sais pas non plus. Tu sais, c'est comme associé à la jeunesse. La vie sexuelle est associée à la jeunesse. C'est pour ça que dans Veille sur moi, justement, j'étais contente que Maggie se fasse un chum. Tu sais, parce que oui, ça existe encore, l'amour au-delà de 50, s'il vous plaît? Ça existe jusqu'à la fin de la vie. Ouais. Tu sais, puis la sexualité, ça existe jusqu'à la fin de la vie. Tu sais, on se dit, mais tu fais moins l'amour en vieillissant. Peut-être, peut-être pas. Il y a des jeunes qui font pas l'amour non plus très souvent, puis il y en a qui en font très souvent. Tu sais, je pense que je sais pas qui a décidé ça, que les gens vieillissants n'avaient plus de vie sexuelle ou étaient plus dans la séduction ou avaient plus envie de tomber en amour. Qui a pas envie de tomber en amour, voyons, tu sais? Ben, il y en a pas beaucoup, là. Ben non, c'est la plus belle drogue au monde, là, la sensation complètement. Les papillons. T'en as encore des papillons, toi? Ben oui, c'est sûr, tu sais. Ben, je veux dire, c'est sûr que moi, ça fait 15 ans que j'étais avec mon chum, là. Fait que je te dirais, puis quand je le vois, j'ai pas le papillon du début, mais je me dis, mon Dieu, j'étais avec un homme avec qui j'ai autant de plaisir d'aller à Venise ou à Renault-Dépôt. C'est pas si con que ça, Evelyne, je te jure, parce que Venise, là, c'est facile d'être heureux à Venise. Ben oui, c'est sûr. Mais d'une rangée de vis au Renault-Dépôt. Avec l'éclairage mauvais, et les odeurs de plastique, Seigneur. Terrible. Oui. Mais moi, j'ai comme le même fun avec cet homme-là.
Puis des fois, je prends toujours cet exemple-là, puis les gens partent à rire, mais je dis, testez-le pour le fun. C'est vrai. Allez d'une rangée de vis chez le dépôt. Puis si vous vous emmerdez, c'est pas possible. Guylaine, t'as l'air d'avoir le bonheur facile. Oui, mais j'ai appris à le fortifier, ce sentiment-là. Parce que moi, j'avais un petit peu tendance à être, je te dirais, dans ma vingtaine ou adolescente, à être un peu pessimiste. Toi, pessimiste. Et ouais. J'imagine pas ça. En fait, ouais. Pourquoi tu étais pessimiste dans ta vingtaine? J'avais l'impression qu'on était plus intéressant. Quand on était pessimiste, tu sais, ça devait être mon image. Ah, l'artiste, tourmenté, peut-être, c'est ça? C'est ça, oui. Il devait avoir un peu de ça, puis on avait des problèmes, puis oh mon Dieu, puis la vie allait mal. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est ridicule. C'est ridicule parce que la vie passe vite, puis ça va, tu sais, puis on en a juste une. Donc, j'ai enlevé doucement cette enveloppe-là, puis ça se fait. Ça se fait enlever une enveloppe de pessimisme. Puis ça veut pas dire d'être dans une espèce de... parce que tu sais, souvent, l'optimisme, c'est un peu... naïf un peu. Oui, je suis pas naïve, mais je suis optimiste. Mais comment t'as fait? Parce qu'il y en a qui nous écoutent qui sont pessimistes. Oui. Puis je les comprends, là. Tu sais, si tu regardes la vie... objectivement, tu te dis, mon Dieu, il faut creuser un petit peu, mais moi, des fois, c'est des moyens simples. Hein. Mettons, quand j'ai de la peine, je me disais toujours, chaque seconde qui passe t'éloigne de ta peine. Chaque seconde. Oh, que c'est beau, ça, parce que le temps arrange les choses, hein? Fait que... Oui, mais tu sais, quand tu vois ça trop loin, tu te dis, j'y arriverai jamais. Ouais. Mais quand tu dis que chaque seconde, ça gratte, ça n'enlève une partie. Pour moi, c'est des images comme ça qui ont fait que une situation que je trouve pénible, j'ai toujours l'optimisme de me dire, oui, mais chaque seconde qui passe, t'en éloignes tout le temps. Ça, tu sais, c'est un moyen très simple, mais qui, moi, me parle. Mais tu sais, chacun peut trouver ses... oui, ses façons, ses ressources. Ses images, mais... Puis en devenant une optimiste, je me suis rendu compte que la vie était tellement plus facile. Tellement plus facile. Tellement plus agréable, et pour moi et pour les autres bien sûr qui m'entourent, que j'ai pas eu envie de retourner dans le pessimisme, mais je te jure, ça peut changer. Ben écoute, je prends des notes, hein? J'en ai marié un, moi aussi ça fait 15 ans. Fait que, le pessimisme a la couenne dure, je te dis. Là. Des fois, on arrive dans une situation, puis tout de suite, ça va être le pire du pire, puis moi, je suis plus de l'autre côté. Ouais. Hein? Je me dis, non, on va trouver une solution. Mais c'est fascinant à quel point c'est ancré solide. Oui, bien souvent, c'est l'éducation aussi, tu sais. Puis bon, tu sais, souvent, tu sais, moi, ma grand-mère ou ma mère, ils disaient, on imagine le pire, fait que si ça n'arrive pas, on est content. On est content. Oui, mais t'es pas obligé d'imaginer le pire tout de suite, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, c'est clair. Oui, c'est un petit réflexe des fois qu'on a. Mais moi, je pense qu'il faut imaginer le mieux. Toujours le mieux. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que pour ta petite fille, là, qui a 2 ans, qui va grandir dans un monde incertain, toi, t'imagines le mieux? Ben, moi, je me dis, pourquoi cette génération-là trouverait pas les solutions? On en a trouvé des solutions, les générations avant nous en ont trouvé. Je me dis, pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont avoir des idées supérieures aux nôtres pour les problèmes climatiques, pour les changements environnementaux, pour plein de choses, tu sais. Écoute, je suis allée voir un spectacle de Gilles Vigneault juste avant que la pandémie commence. Donc, il y avait 92 à peu près. Juste ça, tu sais. Il y avait son petit 92. Quelle force de la nature, cet homme. Incroyable. Je vais voir ça à 5e salle. Puis il faisait ses chansons, mais il parlait entre les chansons aussi. Puis les gens pouvaient lui poser des questions. C'était formidable. C'était un grand spectacle. Puis il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui lui dit, « Monsieur Vigneault, écoutez, moi j'ai 22 ans, on vit dans un monde pas facile. Est-ce que vous trouvez que c'est responsable, que c'est encore correct d'avoir des enfants aujourd'hui? » Puis il avait dit, c'est le seul espoir qu'on a, faire des enfants. Puis je trouvais ça beau parce que je me disais, oui, parce qu'il y a des gens qui disent, on peut pas faire des enfants maintenant dans le monde où on est. Mais oui, quel avenir on leur offre. Mais lui disait, la solution est dans ceux qui s'en viennent. Il faut, au contraire, faire des enfants. Tu vois, lui, c'était le comble de l'optimisme. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais moi, j'aimais ça que cet homme-là
qui est à la fin de son parcours. Tu sais, c'est le seul espoir, c'est ceux qui s'en viennent. Bien, il y a raison, quelque part. Moi, je suis vraiment sur la clôture sur cette question-là parce que je me dis qu'effectivement, on est trop nombreux sur Terre. C'est sûr. Donc, je comprends les gens, les plus jeunes qui disent « Non, j'ai pas envie de mettre au monde un enfant dont je peux pas garantir que l'air qu'il va respirer va être propre, qu'il va pouvoir boire de l'eau également, qu'il le rendra pas malade, par exemple. » Ça, je comprends ça, mais de l'autre côté, l'enfant, c'est toujours un résultat d'amour. Tu sais, qu'il soit adopté ou qu'il soit sorti de ton ventre, c'est toujours le résultat d'amour. Donc, c'est un geste profondément rempli d'espoir, tu sais. Oui, rempli d'espoir, parce que tu te dis, ils vont trouver. Ils vont trouver. Ils veulent vivre, eux autres aussi, fait qu'ils vont trouver. Ouais. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils brassent une coupe de vieux croutons. Ah oui, ça c'est sûr. Ben, les vieux croutons, par la nature, ils vont prendre leur retraite. Mais ça m'amène sur la question, pour toi qui as 40 ans de métier, tu sais, t'es resplendissante, Guylaine, t'as l'air tellement bien, t'as l'air heureuse. Il n'y a pas de retraite à l'horizon pour toi? Ben, tu sais, nous, c'est un mot qui n'existe pas finalement, tu sais, la retraite. Je pense que je vais moins travailler, puis c'est normal parce qu'il va y avoir moins de rôles pour... Ben, peut-être pas, là. Peut-être qu'il va y avoir une révolution. Gardons Guylaine jusqu'à 92. Peut-être. Mais il y a aussi une envie. Il va y avoir une envie pour moi de transformer mon métier, tu sais, dans le sens qu'il y a une de mes amies qui m'avait dit à un moment donné, une comédienne plus âgée qui m'avait dit « Maintenant, jouer, c'est mon hobby préféré. » Puis j'avais trouvé ça assez juste comme formule, dans le sens que je vais toujours aimer ça, jouer. Mais il y a la vie. Il y a la vie aussi, puis la vie passe. Moi, j'ai eu 64 ans il y a 2 semaines. Et que je me dis, bon, il en reste moins à faire qu'il y en a de fait. Fait que je veux profiter de tout. Oui, je veux profiter de mon hobby préféré. Mais je veux aussi profiter des autres, profiter de ma famille, profiter de mes amis, profiter de la vie, essayer des trucs. Tu sais, moi, depuis que j'ai 60 ans, que je dis que ma soixantaine, c'est l'âge de la délinquance joyeuse. Délinquance joyeuse? Oui. Ça passe par quoi? Tout essayer. Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, j'ai fait des affaires comme professionnellement, j'ai fait des affaires que jamais j'aurais cru possible pour moi, tu sais. J'ai dit, moi, je fais un show avec les chansons d'Yvon Deschamps. Hein? Oui, j'ai dit, j'ai envie, j'adore ces chansons, j'adore Yvon Deschamps, c'est mon idole, ça fait longtemps que je veux faire quelque chose, je le fais. Tu sais, Veille sur moi, c'est mon idée. Tu sais, à 40 ans, j'aurais jamais osé faire ça. Tu as eu un solo au théâtre aussi, Nos étés souterrains. Oui, que Steve Gagnon m'a écrit. Oui, le merveilleux Steve qui m'a écrit ça. Donc, c'est l'âge pour moi d'essayer des affaires. Même dans la vie, serais-tu du genre à, je sais pas moi, sauter en parachute? Pas tant. Non? Ouais, ça, je suis pas tant sport extrême. Tu sais, j'irais plus me faire masser, je t'avoue. Ah oui? On connaît des bons endroits pour aller se faire masser. Oui, j'en connais aussi. OK, pas sport extrême. J'en connais un qui commence par S puis qui finit par F. Oui, c'est ça. Mettons. Mais Guylaine, donc pas les sports extrêmes. Non, pas trop. Mais tu sais, voyager dans des pays que j'ai jamais fait, apprendre d'autres langues, tu sais, des affaires que tu dis, hey, pourquoi pas? Pourquoi je ne l'essaierais pas? Pourquoi pas? Fait que je suis dans la décennie du pourquoi pas. Ouais, c'est pas de la grosse délinquance, on va se le dire. Non, c'est pas de la grosse délinquance, mais ça tient ton ado délinquante en forme, admettons. Tu sais, elle est là encore. Là. T'étais comment, toi, ado? Moi, j'étais... Oh, mon Dieu, j'étais un peu pessimiste, hein, comme je te dis dans le temps. T'étais artiste. J'étais très existentielle. Pourquoi je vis... pourquoi vous m'aviez mis au monde? Pourquoi je pleurais beaucoup adolescente, moi. Ah oui? Hein? Ah oui, j'étais... Quand j'avais pas de problème, je m'en créais. C'est ça. Ça devait être facile à gérer pour tes parents, ça? Ouh là là! Plate. Écoute, tu sais, j'étais pas, tu sais, dope, tout ça, là. J'étais pas là-dedans, mais j'étais vraiment dans le questionnement. Et la remise en question constante, ça peut-tu être assez fatigant pour des parents, ça, tu penses? Oui, mais ça fait du bon matériel pour une comédienne, par exemple. Oui, ça fait des bons membres UDA. Oui, exactement. Quand est-ce que tu as su que tu étais actrice, comédienne? Mon Dieu, écoute. Artiste? 5 ans. 5 ans, là, tu sais, j'écoutais Les Beaux Dimanches, qui était une émission dans le temps... Qui était merveilleuse. Moi, je milite pour qu'on ramène ça à Radio-Canada les dimanches soirs. Ben oui. On avait des pièces de théâtre, on avait toutes sortes de produits culturels. Je suis tellement d'accord avec toi parce que moi, je n'ai pas de milieu culturel. On n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au spectacle. Moi, la culture est arrivée chez nous
par la télévision où ils présentaient des pièces extraordinaires. Des concerts, toutes sortes de choses. Ouais. Tout était là. La danse aussi. Oui. Puis c'était gratuit, démocratique. Et ça a éveillé, je suis sûre que ça a éveillé plusieurs professions dans le domaine. Bien sûr. Bien sûr. Dans plein de gens, en tout cas. Fait que là, tu as 5 ans, tu es à Charlevoix, tu vois ça, qu'est-ce qui se passe? Écoute, juste entendre la rumeur des gens dans la salle, il y avait un rideau rouge, juste ça, je ne comprenais pas pourquoi, mais ça m'excitait. Puis je me souviens même pas des pièces à 5 ans, imagine, mais je me disais, moi, quand je vais être grande, je vais être sur une scène, tu sais, je vais être là, ouais. Je vais être comme ça. Puis ça ne m'a jamais quitté, sauf qu'à l'adolescence, dans ma grande période existentielle, je me suis dit, ben, t'es pas assez belle, t'es pas assez cultivée, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, tu viens pas, blablabla. J'ai mis ça de côté. Puis j'allais étudier en éducation spécialisée. Et j'ai adoré ça, là, vraiment. Ça m'a préparé pour mon conservatoire. Ah oui, hein? Pourquoi? Tu travailles avec des gens qui sont vulnérables dans plein d'affaires. Alors, il faut que tu te mettes à l'écoute des gens, il faut que tu sois empathique à leurs problèmes, il faut que tu essaies de les comprendre. C'est la même chose que tu fais avec un personnage. C'est toujours ça. Qui est cette femme? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Pas la juger, l'accueillir comme elle est. Mais moi, j'ai fait ça dans le cours. Là. J'ai fait ça dans mon stage aussi, dans mon année de stage. Donc, moi, je pense que ça m'a, sans le savoir, ça m'a préparé. Ça t'a formé? Oui, parce qu'après ce cours-là, j'ai travaillé un peu, puis l'idée du conservatoire ne me quittait pas, tu sais. Donc, je me suis représentée, puis j'ai été prise. Tu sais, cette petite voix-là qui nous dit « T'es pas assez belle, t'es pas assez bonne, t'as pas assez de contact, t'es trop petite. » Peu importe. Oui, tout. Comment tu la gères, cette voix-là négative? Es-tu encore là, à 64 ans? Ben oui, des fois, elle est là, mais je la nourris pas. Tu sais, pendant une période de la vie, la jeunesse, on la nourrit, tu sais, on lui donne. On lui donne la nourriture. On l'écoute, mais oui. Là, elle est là, puis elle se fortifie, puis elle grandit, tu sais. Alors, je l'affame. OK, très bien. Je la nourris pas. On l'ignore. Des fois, elle repop, hein. C'est sûr, je connais pas personne qui a pas une petite fatigante ou un petit fatigante dans lui qui fait « Tu seras pas capable. » Tu seras pas capable. Non, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. C'est pas pour toi, ça. Ouais. Non, tu l'as pas. Fait que c'est normal qu'elle soit là. Oui, c'est normal, mais il faut l'affamer. Oui, il faut la mettre régime sec. OK, donc quand ça arrive, cette pensée-là, on la met de côté tout simplement. Oui. Oui, puis je te dirais que j'ai la chance aussi d'être... C'est une chance, ça, d'être avec un conjoint hyper valorisant. Ça, là, on le dirait jamais. C'est précieux. C'est précieux. Fait que le matin que tu te lèves, tu te dis, je fais dur. Ma perruque, elle te croche. Ma perruque, est-tu correct? Ça paraît-tu? Ben lui, il est là pour me dire, t'es formidable. Ouais. Quelle a été la place du doute dans ta carrière? Tu sais, quand on a tellement de succès comme ça, là, puis ça a été un après l'autre, puis on a parlé des prix tantôt, t'as une belle famille qui te soutient dans tes projets. Mais le doute est toujours là. Oui? Mais le doute, oui, dans une carrière artistique, là, dans une démarche artistique, le doute, il est toujours là, puis je crois qu'il est nécessaire. Mais il faut que ça soit un moteur plutôt que quelque chose qui t'empêche d'avancer. Fait que moi, je l'aime, le doute, finalement. Là. Oui. Mon doute, je l'aime parce que il m'empêche de m'asseoir sur mes lauriers, tu comprends? Oui, puis il ne te paralyse pas, parce qu'il y a des gens qui sont pétrifiés par le doute. Est-ce que je fais la bonne affaire? Puis là, il faut prendre une décision, puis finalement, on n'est pas capable de la prendre, cette décision-là, tu sais. Ben, tu sais, quand on parle d'équilibre, c'est ça, le doute, il est là, mais l'équilibre, c'est de dire, oui, ça se peut que j'ai à travailler certaines choses, je ne sais pas si ça va être bon, mais il faut que ça soit un moteur pour dire, ben, justement, je vais m'organiser pour que ça soit bon. Ouais. Tu sais, il faut qu'il soit là, le doute. Ouais. Tu sais, les acteurs qui se trouvent très, très bons tout le temps. Il y en a. Il y en a, mais leur talent peut flétrir avec le temps. Tu penses? Oui, un talent, ça oui. s'émousse. Ça s'émousse. Un talent, ça s'émousse avec le temps, tu penses? Moi, je pense, si tu le cultives pas, ton talent de base qui était éclatant peut se ternir un petit peu. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'avais comme une vision que le talent, c'est comme t'es né avec, là, mais on sait pas pourquoi, c'est une facilité, c'est une aisance, c'est, comme tu dis, c'est éclatant. Oui. Mais ça peut perdre son lustre. Ben, moi, je trouve. Puis, tu sais, des fois, ça t'arrive, là. Tu vois quelqu'un, admettons, jouer ou tout ça, tu fais...
il est que sur ses habiletés. Moi, en tout cas, je m'en aperçois, puis là, tu te dis, ben peut-être que là, il n'a pas assez douté, puis il s'est pas demandé. Je comprends. Se mettre en danger comme tu le fais. Se mettre en danger. Oui, comme tu le fais dans ta soixantaine. Oui. La délinquance joyeuse. Oui. Comment on fait pour devenir une délinquante joyeuse comme toi, même si on n'a pas 60 ans, là? Tu sais, j'ai pas envie de te demander des perles de sagesse, là. T'es pas rendu là. Quoique, 65, t'es considéré une aînée, hein? Qu'il te reste un an. Oui, là. je le sais. Hey, j'ai assez hâte de prendre le métro gratis. Oui! Des rabais au musée, puis tout. Wouhou! C'est ça. Hey, 65, j'en reviens pas. Mais tu sais, pour toutes celles qui nous écoutent, là, c'est le fun de t'entendre parce que tu es une optimiste. Tu as su bien t'entourer. Ouais. Comment on fait pour être joyeuse comme toi? Puis... il faut être gourmande de la vie, je pense. C'est juste ça, tu sais. C'est juste de mordre dans tout ce qui se présente, j'ai l'impression. Puis au contraire de ce qu'on peut penser, des fois, c'est des choses très simples. OK, c'est pas toujours un grand projet à l'étranger ou un voyage ou quelque chose? Non, pas du tout. Tu sais, ça peut être au cœur de ta journée. Je sais pas, tu vois passer une madame avec son petit chien, puis elle a de l'air bien, puis le petit chien, il trottine à côté. Je sais pas, moi, j'ai des images comme ça que des fois, je fais « Ah! » Ça me fait du bien de voir ça. C'est très, très simple. Ou de parler avec quelqu'un, parler avec un ami ou une amie, puis tu te dis, Caroline, je l'aime, cette personne-là, je suis contente de parler avec elle. Tu sais, des fois, c'est simple comme ça. C'est à notre portée, mais on se fait vendre beaucoup dans la société que toutes nos joies doivent être spectaculaires et, tu sais, il faut photographier notre nourriture pour te montrer, regarde, comme, tu sais, moi, ça, écoute. Mais c'est plus simple que ça. Mm-hmm. C'est plus simple que ça. Tu sais qu'on est encore dans la performativité de notre bonheur. Dans le paraître. Dans le paraître, c'est ça. Alors que c'est pas dans le paraître, le bonheur. Jamais, on dira jamais assez. Je sais, ce lieu commun, on répète souvent ça, mais c'est vrai. Puis plus on vieillit, plus on s'en rend compte que c'est pas là que ça se passe. C'est pas dans le paraître. Moi, il y a des années, je dois t'avouer, où je gagnais les prix, là, un après l'autre, là. Meilleure actrice, personnalité féminine, tu sais, j'en avais 2, je rentrais chez nous avec 2. Mais j'étais seule. J'étais célibataire à ce moment-là. Puis j'avais personne avec qui partager cette joie-là. Puis il y a des fois, mon frère m'avait dit, t'es échangerais tes trophées, hein, pour avoir une épaule. Tu sais, en arrivant chez vous, j'avais dit, ouais, je l'échangerais. Donc... Mais ça a l'air super, là, quand t'es photographié le lendemain, puis tout ça. Ben oui, dans le magazine, là, le lendemain. Mais j'aurais aimé ça le partager, tu sais, donc... Ouais, fait que le bonheur, finalement, c'est d'être à 4 pattes à regarder une fourmi avec un enfant de 2 ans. Tellement. C'est vraiment ça. Puis une autre affaire que moi, je trouvais bien niaiseuse quand j'avais 20 ans, il y avait un prof au conservatoire qui nous avait dit ça, pour dire, franchement, c'est ridicule. Puis il m'avait dit, plus particulièrement... Guylaine, tu peux pas juste faire ce que tu aimes. Faut que tu aimes ce que tu fais. Oh! Mais tu as 20 ans. Ah ben là, le vieux crouton, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, c'est n'importe quoi. Mais il y a des phrases comme ça qui me reviennent de mes professeurs au conservatoire, puis je comprends ce qu'ils voulaient dire. Ouais. C'est apprécie ce que tu as là, puis faisant quelque chose de formidable. Ouais. Faisant quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Ou tente de faire quelque chose d'exceptionnel. Parce que sinon, on est dans l'attente de faire la chose qu'on aime, puis on est insatisfait. Absolument. On est toujours dans l'insatisfaction. Absolument. Tu sais, des fois, les gens me disent, tu sais, moins maintenant, parce que j'ai 64 ans, mais as-tu des plans de carrière, tout ça? Je disais non, parce que l'affaire que... As-tu un rôle que tu voudrais... J'étais là, non, parce que si je focus sur un rôle, je peux en écarter plein d'autres qui, au contraire de ce que je pense, vont m'apporter beaucoup plus artistiquement puis humainement que celui que j'ai choisi. Oui, mais tu le sais pas, donc tu restes ouverte? Oui, il faut rester ouverte parce que la vie est plus surprenante que tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. C'est tellement une belle finale, Guylaine Tremblay. Merci beaucoup. Merci, c'était très agréable de parler avec toi. Très généreuse. Je le prends en plein cœur. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix.
Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!